Je m'inspire d'une phrase d'Henri Michaud. Peut-être dans Pote d'Ange, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, où Michaud dit, l'image qu'il utilise, c'est celle du philosophe qui dort, la nuque reposant sur une corde tendue. Mais l'idée, je crois, c'est ça, c'est que un philosophe qui est capable de ça, il fait l'objet quand même d'un préjugé favorable. Enfin, il me semble que c'était plus ou moins ça l'idée de Michaud. C'est un aphorisme. Hein. Et du coup, j'ai repris ça à mon compte d'une manière méchante, comme je sais faire, polémique, en disant en effet à certaines personnes qui véritablement m'agacent un peu par leur prédication et leur moraline, écoutez, vous avez besoin d'être dans un plumard et de dormir pendant 8 heures et vous venez me raconter des histoires, alors que moi, je me contente généralement d'1 heure, peut-être 2 heures de sommeil par nuit, c'est-à-dire 1 à 2 heures de repos par 24 heures, depuis 7 ans. Donc, je vous propose un deal. Moi, je veux bien discuter avec vous des issues que vous proposez, mais vous dormez pas de lundi à vendredi, vous fermez pas l'œil. Vous faites comme moi. Moi, ça m'est arrivé de ne pas dormir 5 jours. C'est terrible. 5 jours et 5 nuits sans 1 seconde de récupération ou de repos, sans 1 minute. Bon, je n'irai pas jusqu'à demander ça, mais faites ça. Dormez 1 heure le lundi, puis 1 heure le mardi, etc. Puis ensuite, revenez me voir et on discute. Et on verra ce qu'on peut se dire à ce moment-là quant à la morale et quant aux conduites à adopter. Oui, non, mais parce que l'insomniaque, il a double ration, c'est-à-dire qu'il a un rapport au temps qui est très profondément différent du rapport qu'ont les gens dont la veille est coupée par 8 heures, ou 10 heures, ou 6 heures, ou 4 heures de sommeil, et là, il y a des bibliothèques là-dessus, quoi, qui décrochent pendant ce temps-là et qui passent dans le monde du sommeil et tout. Bon, ben, l'insomniaque, il a plus ça. Et non seulement il ne se repose pas, il ne récupère pas, mais il collectionne un certain nombre de phénomènes profondément très négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fatigue et l'épuisement nerveux, il y a aussi le fait qu'on a double ration de temps et qu'il faut faire quelque chose avec ça. C'est déjà dur de tirer sa journée quand elle a 12 heures, mais quand elle en a 22, j'attends les candidats, j'attends les propositions. Et puis, il y a un grand texte là-dessus qui a été largement signalé et magnifiquement commenté par Gilles Deleuze dans Logique du sens. C'est le texte de Fitzgerald Scott, qui s'appelle La Fêlure de Crack-Up, qui est donc une nouvelle dans un recueil plus ou moins, je crois posthume même, qui a le titre donc de ça, c'est le titre éponyme de Crack-Up, La Fêlure, un texte qui s'appelle La Fêlure, et qui parle de ça, c'est-à-dire de l'état dans lequel on se trouve tout à coup quand il est 3 heures ou 4 heures du matin, que tout le monde dort, qu'il n'y a plus personne à qui parler, qu'on n'est vraiment plus que face à soi-même, qu'on a surtout envie. Le problème, c'est qu'on peut se dire « Ah oui, mais tu pourrais... » Alors, il y a des gens qui me disent « Mais c'est formidable, tu disposes de tellement de temps pour créer, pendant que les autres sont là, perdent du temps. » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que voilà, il est par exemple 2 heures du matin, on se dit, bon, il est 2 heures du matin, qu'est-ce que je peux bien commencer à 2 heures du matin? De toute façon, je suis fatigué, je ne suis pas du tout sûr, si tu veux, par exemple, d'écrire un texte et d'avoir envie de... Et qu'est-ce que je ferai quand il sera 3 heures? Alors, il y a des moments aussi où c'est possible, où on est porté par une espèce de vague nerveuse, qu'on paye aussi par la suite, mais... Enfin, le régime de base, l'économie, le fonctionnement... de base, c'est qu'on n'a pas envie, quoi. On a envie de rien faire. On commence un truc et puis on est trop fatigué pour continuer pendant plus d'1 demi-heure, etc. Donc, évidemment, pour moi, le grand recours, et même, je dirais, l'unique recours, ce n'est pas la lecture, c'est la musique. Alors, je sais qu'il y a des gens il y a des insomniaques qui regardent des films... qui se passent des films de grandes choses, de grands films
Moi, j'ai aucun rapport au cinéma, bon, aucun, donc je peux pas faire ça, et j'ai pas de film chez moi, et je suis totalement inculte et ignare. Donc moi, mon truc, c'est la musique, et donc et pas n'importe laquelle, essentiellement celle de Bach ou alors de Jean-Sébastien Bach, ou plus ancienne. Et voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'insomnie? Je crois qu'à peu près tout a été dit par Sioran. C'est la description phénoménologique de l'aube qui pointe, et on n'a pas dormi, et c'est une nouvelle journée qui recommence, et ce goût de cendre qu'on a dans la bouche, et cette grisaille générale, on voit tout en gris, et on voit des gens qui sortent de leur lit frais et dispo, prêts à recommencer la catastrophe diurne, et nous, on est là, on a déjà... on est vieux, quoi. On va pas du tout recommencer ni ça, ni autre chose. On ne peut plus rien faire du tout. Et pourtant, il faut. Parce qu'on va pas... Alors, on peut effectivement... Alors, on va dire, oui, mais tu dors le jour. Non, en fait, oui, il y a des petits états on passe après le matin la matinée dans un état crépusculaire, où il arrive effectivement qu'on s'endorme. Pour moi, dans mon cas, je m'endors parfois un quart d'heure, 20 minutes, parfois assis. Je pique du nez, quoi. Et je perds conscience provisoirement, enfin, surtout quand j'ai accumulé 4 ou 5 nuits et jours sans sommeil. Enfin, ça, c'était la période héroïque, ça s'est un peu maintenant quand même tassé. Et j'arrive à avoir des tout petits sommeils de récupération à l'aube, généralement entre 6 et 7 et 8. Et puis aussi des toutes petites, des espèces de micro-siestes dans la journée, mais pas longues, généralement moins d'1 heure, quoi. Ce que je peux contrôler très facilement, parce qu'il m'arrive de m'endormir en écoutant un morceau de musique. Mais quand je me réveille, je sais très bien que j'ai entendu, je ne sais pas à quel moment je me suis endormi, mais je sais que j'ai entendu au moins encore la plage 2, par exemple. Et mettons, je me réveille, c'est la plage 5 ou la plage 7 du CD, évidemment, je n'ai pas dormi longtemps, quoi. Donc ça fait ça me donne une espèce de clepsydre ou de sablier, hein. Il y a un truc de base, c'est qu'on était voisins. On habitait, lui rue de l'Odéon, moi rue de Condé. Mais vraiment... Et donc, il y avait fatalement des moments ou des endroits du quartier de l'Odéon où on se rencontrait. Par hasard. Donc, l'un de ces endroits, c'était le buraliste marchand de journaux, qui se trouve juste après ce qui s'appelait le Café Jaune, et qui est plus du tout jaune maintenant, mais rouge. Quand on descend, on sort soit de la rue de l'Odéon, soit de la rue Monsieur le Prince. Là, on fait la courbe. On a 2 cafés. Et entre les 2 cafés, il y avait un tout petit marchand de tabac journaux. Vraiment très étroit. Et c'est là que je tombais régulièrement sur Sioran. Je ne sais pas ce qui s'achetait là, en fait. Je n'ai jamais fait attention. Attendez, où, Lionel, là? Et... Et donc, on a fini par se connaître de vue. Bon. Évidemment, moi, je savais que c'était Sioran, et moi, pour lui, j'étais rien du tout. J'étais un habitant du quartier il avait compris que je savais qu'il était Sioran. Moi, je le saluais très respectueusement, et il me rendait mon salut avec beaucoup de politesse et d'élégance. Bon. Et un jour, les choses ont pris une autre tournure. Mais donc ça, je le racontais, je le raconte encore une fois, mais peut-être d'une façon plus précise. Jean-Louis Barrault avait repris au Théâtre du Rond-Point une pièce de Beckett dont la première représentation avait été une foirade complète, à laquelle j'avais d'ailleurs assisté. Cette pièce, c'est Catastrophe, que Beckett avait écrite à la demande d'une association de défense des droits des écrivains et artistes emprisonnés qui s'appelait AIDA, A-I-D-A, acronyme. Et quelqu'un avait demandé à Beckett de bien vouloir écrire une pièce qui allait
figurer, enfin être représenté avec d'autres pièces très courtes, c'est plutôt un sketch. Donc en Avignon, dans une soirée de soutien à Václav Havel, qui en 81 était en prison. Et donc Beckett a dit d'accord, il a accepté. Je ne sais pas qui était son interlocuteur, une personnalité de cette association, je pense. Et le truc a été donné donc dans la cour d'honneur du Palais des Papes, dans une soirée genre gala. Et moi, j'y suis allé, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une place à la dernière minute. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si je vais la raconter maintenant. En tout cas, le metteur en scène américain, d'ailleurs, je crois, à qui incombait la mission de mettre en scène la pièce de Beckett pour la première fois, donc de la créer, avait pris des libertés absolument incroyables avec le texte, avait rajouté 2 personnages de son cru, enfin, c'était un vrai scandale, quoi. Et donc je suis intervenu à ce moment-là, mais c'est une autre histoire. Je n'étais pas missionné par Beckett, mais j'avais sur moi le texte, et donc j'ai interpellé ce metteur en scène, et il a d'abord voulu me faire casser la gueule par 2 gros bras, et puis finalement, quand il a vu que j'avais le texte dactylographié de la pièce qu'il avait massacrée, il a changé de ton. Et après, il a essayé en quelque sorte de m'embobiner, il est devenu pleurnichard, etc. Et puis, bon, Beckett avait compris parce qu'il avait vu un extrait de sa pièce à la télé, il m'avait dit qu'il ne l'avait pas reconnu. Moi, j'avais écrit un petit mot, et entre-temps, le type en question avait essayé de se justifier auprès de Beckett, une lettre de 30 pages pour expliquer l'injustifiable, à savoir rajout de 2 personnages, coupure dans le texte, rajout dans le texte. Donc moi, j'avais été le seul témoin conscient, puisque j'étais le seul dans tout l'auditoire à connaître le texte, en fait. Avec une autre personne qui, je pense, était Édith Fournier, qui était venue exprès aussi pour constater, en fait, la même chose que moi. Et donc le mec a écrit à Beckett, et on s'est vu tout de suite après dans la foulée. Donc j'ai dit un peu à Sam ce que j'avais vu. Il m'a dit oui, bon, j'ai eu la lettre du gars et tout, il m'a écrit. Et donc ça a fini un peu. Finalement, Sam l'a pris avec humour et a lu la lettre, et puis donc j'ai demandé à Beckett, et alors qu'est-ce que tu as répondu? Il a dit, j'ai répondu merci de ces explications. Bon, tout ça pour dire que cette pièce, en fait, n'avait jamais été créée correctement. En vérité, la première était ratée du fait de la totale caractère totalement fantaisiste du gars qui s'était autoproclamé metteur en scène et massacreur de ça. Et donc, en fin de compte, la vraie première, conforme aux intentions et au texte de Beckett, a eu lieu en 86, donc 5 ans après, au théâtre du Rond-Point. Le protagoniste, qui s'appelle Protagoniste dans Catastrophe, joué par Jean-Louis Barrault. Et j'étais invité à ça. Beckett m'avait fait un mot, et avait demandé à ce qu'une place, on était 2 à ce moment-là avec Andrea, et j'y suis allé, et donc j'entre dans la salle des pas perdus du théâtre du Rond-Point. C'est bien comme ça que ça s'appelle, théâtre du Rond-Point Champs-Élysées, c'est ça, ouais. Et dont le patron était encore à l'époque Jean-Louis Barrault. Et qui vois-je dans la salle des pas perdus, ou le foyer, comme on dit maintenant, le foyer? C'est Sioran, qui vient vers moi. Et c'est là il s'est passé un truc vraiment très étrange, qui a été le point de départ ensuite de cette familiarité qu'on a eue pendant un temps assez bref. Il vient vers moi, il me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Comme ça. Parce que, bon, qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai pas répondu. Il a enchaîné en me disant, alors qu'on avait fait que se saluer chez le buraliste et dans la rue, il me sort cette phrase incroyable, il me dit « Parce que vous, je vous voyais bien dans une église, mais pas dans un théâtre. » Dans une église, mais pas dans un théâtre. Sioran Dixit. Alors, je n'ai pas voulu savoir pourquoi, et là j'ai peut-être eu tort. Je lui dis, mais pourquoi plutôt une église qu'un théâtre? Enfin, je lui dis, et vous, monsieur Sioran, qu'est-ce que vous faites là, vous?
Hein? Après tout, est-ce que c'est vraiment davantage votre place à vous qu'à moi? Et il a été évidemment aussi interloqué que je l'avais été par sa propre question. Et là, évidemment, mais c'est un jeu, hein, j'ai repris l'avantage, j'ai dit, monsieur Sioran, je vais vous dire ce que vous faites là. Vous avez été invité à ce spectacle par un certain monsieur Samuel Beckett, c'est ça? Il m'a dit oui, je lui ai dit, ben moi aussi. C'est tout. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? C'est limpide, c'est transparent, c'est magnifique. Et là, on a regagné nos places. Et le hasard a voulu qu'il fût placé juste, il y avait un siège juste derrière moi, dans mon épaule, là. Et donc on était assis, on attendait le lever de rideau, je ne me souviens pas s'il y avait un rideau, et à un moment, alors voilà, ce qui explique aussi peut-être, il me touche l'épaule, et il me dit, je devrais vraiment pas être là. C'est-à-dire qu'il a répondu avec retard. Il m'a dit, Eliadé est mort aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver la date précise de cette étrange rencontre dans le volume Pléiade Sioran, d'ailleurs très remarquable, vraiment très très bien fait. Il y a dans la chronologie de la vie de Sioran, à la date de 86, la date de la mort de Mircea Eliade, dont je pense beaucoup de mal, mais qui était historiquement l'une des connaissances ou l'un des amis de Sioran. C'était donc, on peut vérifier, mais je crois que c'était en mai 1986. Et voilà, et donc, alors c'est pas fini cette histoire. Donc Barrault joue la pièce, Barrault nous reçoit ceux qui avaient été sur la shortlist, n'est-ce pas, des invités personnels de Beckett. On va à la loge, enfin bon. Je me souviens, Barrault était pas bien ce soir-là. Il n'était pas bien du tout. Je ne sais pas ce qui allait pas. Il avait peut-être bu un peu trop. Enfin bon, il n'était pas bien, pas dans ses bons jours. Et puis, en fait, à la fin de ça, Sioran, non, c'est pas ça. Non, finalement, on s'en va, il part, moi, et puis celle qui est devenue ma femme après, Andrea, et moi-même, nous sortons finalement du théâtre et nous allons prendre le métro à Champs-Élysées, Clémenceau, c'est ça? Oui. Bien. On était donc censé à l'époque rentrer. Est-ce qu'on habitait? Je pense qu'on habitait déjà avenue des Gobelins. Ou est-ce que c'était encore rue de Condé? Non, je crois que c'était avenue des Gobelins. Et donc voilà, on arrive sur le quai du métro, et voilà Sioran qui fait les 100 pas sur le quai. Et là, rebelote, répétition de la scène initiale, c'est lui qui vient vers moi, et il me dit, vous avez l'intention de prendre le métro? Je lui dis oui, il me dit, vous ne le prendrez pas. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, ça, c'est ma façon it's my wording, c'est ma façon de le mettre en mots. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a demandé, il m'a dit, vous venez, ce qui s'est reproduit ensuite, on rentre à pied, vous venez avec moi. Je ne sais pas pourquoi, il ne voulait pas prendre le métro. Enfin, il a voulu absolument qu'on rentre. Il était descendu pour le prendre, puis finalement il avait... Non, mais il m'attendait en fait. Je crois qu'il m'attendait. Parce qu'il avait pris 0 métro. Moi, je suis arrivé bien plus tard. D'accord. Il était là tout seul sur le quai à faire les 100 pas. Okay. Et dès qu'il m'a vu, il m'a dit, vous voulez rentrer en métro? Je lui ai dit, oui, mais il m'a dit non. non. On rentre à pied. Encore des grades. Galon, je regarde. Oui. Maréchal, moi, caporal. Bon, allez hop, j'obéis. Et du coup... Andrea et moi, on y est allés, on s'en est donc rendu. Alors ça, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui. On a donc fait à pied, rond-point des Champs-Élysées, Luxembourg. Oui. Voilà. À l'époque, ça, c'était dans l'ordre des choses. Hein. Maintenant, c'est plus possible. Et là, je ne sais pas trop de quoi on a parlé. Je me souviens d'un truc, c'est qu'il avait pas été super galant, parce qu'il marchait devant, plus ou moins tenant par le bras, très volubile, et puis Andrea trottinait derrière, il ne s'est pas du tout occupé d'elle. Et il a eu la très grande élégance de ne pas s'en formaliser, s'en foutait un peu de tout ça. Je
crois que Sioran ne l'intéressait même pas tellement. Mais j'ai trouvé ça un peu étrange quand même de sa part. Il n'a pas du tout tenu compte du fait que j'étais avec une dame. Et, et bon, là, il ne s'est rien passé de spécial. Et c'est après qu'on était dans cette espèce de disque, d'ornière, de répétition. On a continué à se recroiser dans la rue, assez fréquemment. Et chaque fois, alors, c'était ce que j'ai un peu stylisé ou emblématisé dans le livre. Il était souvent sur l'autre trottoir. Ça se passait rue de l'Odéon, donc lui, il était sur le trottoir de gauche et moi sur le trottoir de droite. Je rappelle que le trottoir de gauche, en remontant vers le Luxembourg, c'est le trottoir d'Adrienne Bonnier. Et le trottoir de droite, c'est le trottoir de Sylvia Beach. Et c'était toujours à peu près là. Lui habitait plus haut, presque en haut de la rue à gauche. Je me suis trompé, je l'ai donné dans mon livre un mauvais numéro. Le 9, c'est pas ça, c'est le marchand d'autographes au 9. Et donc, généralement, il m'apercevait d'un trottoir à l'autre. Et puis, c'est ça je crois que c'est ça la chose qui m'étonne le plus. Il traversait la rue en courant et sans faire attention aux voitures. Et donc, là, c'est toujours il m'agrippait d'une certaine façon, il me prenait comme ça, et dans ses serres, et c'était toujours, alors ça n'a pas duré non plus 50 ans, mais pendant quelques années, en fait, peut-être moins, il venait vers moi, très vite, très pressé de me dire quelque chose, et c'était toujours la même chose, toujours la même phrase. Il me disait « Vous n'avez rien à faire, n'est-ce pas ?» Péremptoire, vous n'avez rien à faire. Est-ce qu'on n'a jamais quelque chose à faire, finalement? C'est une bonne question. Essayons donc de la poser aujourd'hui. « Oh, j'en peux plus, je suis surbooké, c'est pas possible, t'as pas idée. » Lui me disait « Vous n'avez rien à faire ?» Je disais « Non, j'ai rien à faire. » Et c'est là que la drôlerie est d'une certaine façon doublée, parce qu'immanquablement, il me disait « Mais moi, j'ai quelque chose à faire. » Et donc, vous m'accompagnez. Et je te disais il y a une seconde qu'en fait, ce qu'il avait à faire généralement, c'était d'aller chercher les résultats d'analyse médicale dans un laboratoire d'analyse médicale. Parce que je pense qu'il était assez hypochondriaque et qu'il se surveillait beaucoup, mais oui, ça j'en sais. Je sais pas. Cette réputation. Oui, en tout cas, il avait toujours des résultats d'analyse. Et puis bon, alors on y allait. Et c'était des petites trottes, alors c'était pas énorme, c'était généralement de Odéon jusqu'à un peu loin sur le boulevard Saint-Germain, voilà, et au-delà de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Et voilà, donc, et c'est là. Alors moi, je me souviens pas vraiment de grand-chose. Si quelques conversations ponctuelles très très belles, où on s'entendait, on n'avait pas besoin sur Beckett justement, où on avait effectivement le même sentiment. Bon. Quand tu disais, il me disait. Un jour, il m'a dit bon, Beckett est pas français, il ne le sera jamais. Mais il m'a dit mais il est pas davantage irlandais, quoi. Il m'a dit Beckett est de la Lune. et des choses comme ça. Moi, j'ai quand même eu la possibilité de lui dire combien je trouvais juste. Je crois que j'ai pu lui dire son texte d'hommage dans Exercice d'admiration, le texte qu'il a consacré à Beckett. Bon, j'aurais pas dit les mêmes choses que lui, ni du même angle, et puis je le connaissais pas depuis. Il a connu Beckett bien avant moi, bien entendu. Mais quand il dit, je l'ai relevé ça dans mon propre livre, quand Sioran dit, j'ai toujours senti qu'il y avait une parenté souterraine entre Beckett et ses propres personnages, je trouve que c'est ça, je trouve ça juste. J'ai eu le même sentiment. Mais il faut tout de suite ajouter que la nature de ce rapport étrange qui existait entre Beckett et ses personnages n'est pas simple du tout. C'est-à-dire, c'est pas un rapport de projection, c'est pas un rapport de représentation ou de figuration. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais qu'il y ait eu quelque chose comme un dialogue complexe entre Beckett et les différentes personae que sont ces personnages successifs,
partir de déjà ceux d'avant, et puis Murphy, puis Watt, puis Malone, puis Molloy, pardon, puis Malone, et puis l'Innommable, et puis même après, qui est que cette déclinaison de masques ou de choses paradoxales et un rapport profond à l'homme qui était Beckett, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, on va me dire, oui, mais c'est évident, etc. Non, c'est pas si évident que ça, parce que de toute façon, ça, Beckett l'aurait jamais accepté. Lui, il aurait sans doute récusé, je crois, et en tout cas sous cette forme. Et en fait, ce qui m'avait plu chez Sioran, c'était le fait qu'il, sans savoir vraiment formuler le truc, il y avait comme une espèce de palpation de ça, et une sensibilité à ça qui était, je crois, réelle, authentique chez lui. Et puis après, il dit beaucoup de belles choses sur la fragilité, la force de Beckett. Enfin, je n'ai pas à répéter ce que dit Sioran, que je n'ai pas en mémoire, là, mais quand il parle de cet homme qui ne ment pas, qui ne recule pas, et qui est à la fois d'une force phénoménale et d'une infinie fragilité. Donc tout ça, c'est... Non seulement, évidemment, je suis d'accord, je trouve que c'est très très bien dit, mais bon, j'ajoute que j'ai senti exactement la même chose. Et puis du coup, on en parlait un peu de ça, quoi. Et voilà. Et puis alors, il y a la dernière chose, la dernière promenade. Ça, c'est, je sais pas, c'est très émouvant. Un jour, comme ça, je le croise Sioran dans les mêmes conditions. Il me dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Mais cette chose, il m'a pas dit ce que c'était. Et donc, il m'a emmené, on est allé, on allait là tout le temps, au Luxembourg, en entrant par la porte de la rue, celle qui est sur la rue Médicis-Vaugirard, en face de la Poste, au débouché de la rue de Tournon, c'est cette porte-là. Et on marche, et puis on va sur la terrasse. Je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin à côté du le terre-plein, là, qui domine le jardin, et qui fait terrasse du palais du Luxembourg. Et là, il commence à dessiner des zones virtuelles dans l'espace. En fait, ce qu'il voulait m'expliquer, c'était la configuration du jardin du Luxembourg pendant l'occupation allemande. Et il m'a expliqué qu'en fait, les Allemands, enfin non pas les Allemands, enfin les autorités de l'époque, avaient découpé le jardin du Luxembourg en zones autorisées ou interdites à telle ou telle catégorie de population. Il m'avait dit, bon, alors là, c'était le secteur réservé aux officiers de tel... là, c'était le secteur réservé aux bonnes d'enfants. Là, c'était plutôt ça. Enfin, malheureusement... Alors, je suis rentré en me disant, il faut que tu notes ça, et puis je ne l'ai pas fait. Voilà, on ne le fait pas, on est con, il faut le faire. Et je me souviens de ce qui m'avait frappé à ce moment-là dans la figure de Sioran, c'était quelque chose d'augural. Il était là, à la fin de sa vie, comme un augure, comme un romain, avec une espèce de geste. Il n'avait pas, je crois, de canne à la main, ni de baguette, mais c'est comme si avec un litus, comme on disait à Rome, il avait en fait départagé l'espace, mais l'espace du passé, en fait, l'espace d'avant, de l'espace de l'innommable, en me disant, voilà, ce qu'on a là sous les yeux, c'était autrement configuré, et il y avait des frontières invisibles, ou visibles, mais en tout cas, c'était morcelé, composé autrement. J'ai jamais su pourquoi il a voulu me dire ça, j'ai jamais su ce qu'il a voulu transmettre. Et est-ce qu'à l'époque, tu avais connaissance de son passé roumain? Oui, j'en avais déjà eu vent, ouais. D'accord. C'était du Sioran bizarre, quoi, et dans le cadre de nos relations, somme toute assez superficielles, de rue, de trotteurs de rue, comme ça, je m'étais dit, tiens, ça, c'était une singularité. Et de fait, ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Après, je suis parti aux États-Unis, donc en 90, par là. Et il est mort en 95, la même année que Deleuze. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Et j'ai encore pu lui... Alors, l'amitié de Beckett qui est sorti en 92, je suis allé porter le livre à son domicile. Et ça, ça m'est revenu après. Je l'ai donné à sa concierge, qui, au moment où je suis arrivé, était en train de repasser.
Et elle ne m'a pas posé de questions du tout. J'ai franchi le grand portail, je suis allé dans sa loge, j'ai dit, voilà, je vous remets un pli pour Monsieur Suran. Et ça m'est revenu, mais après, quand j'ai appris ça, longtemps après la prise de connaissance de la date de sa mort, j'ai trouvé la réaction de cette dame étrange. Elle a pris mon paquet, elle m'a regardé en silence. Elle ne m'a pas dit oui, ou elle a dit oui, bon, mais elle n'a pas fait de commentaire, elle ne m'a pas demandé qui j'étais, ni quel était mon... Mais elle m'a regardé d'un air étrange, d'un air énigmatique. Et j'ai compris, en fait, je pense avoir compris, qu'au moment où je venais apporter ce livre en fin 92, septembre ou octobre 92, il n'était déjà plus en état de le lire, je pense. Ce qui explique, je crois, enfin ça c'est peut-être une explication qui m'arrange, mais il n'a jamais répondu à mon portage. Et j'en ai été un peu surpris parce qu'il était quand même, il avait toujours été très poli et il avait répondu à d'autres lettres, petites choses que je lui avais envoyées, des demandes de renseignements, enfin peu importe. Et comme il était mentionné, cité dans le livre, avec éloge, j'étais un peu surpris qu'il ne m'ait pas dit bon ben merci ou ça, ce qui aurait été tout à fait normal. C'était quand même un homme très courtois et ben non, rien. Et ben je pense que c'est ça, quoi. Il était déjà malade à ce moment-là. Mais ça, les gens qui connaissent mieux que moi sa vie pourraient le dire. Bon, enfin voilà. Donc ça a été la dernière fois que je l'ai vu au Luxembourg, me parlant d'un Luxembourg fantomatique en vérité, totalement fantomatique, mais qui était resté dans son regard et qui a quelque chose qui a fait qu'il a voulu le dire à quelqu'un. Il l'a sans doute peut-être dit à plein d'autres personnes, c'est possible, mais il y avait chez Sioran ce côté subitiste. Tout à coup, il était traversé par une idée. Il fallait absolument qu'il vous dise un truc, et puis on ne savait pas trop pourquoi, et puis il était aussi bien capable de vous planter là, et tout à coup, il n'était plus là, quoi.